Bonjour, merci d'être venu ici sur place. Merci aux personnes qui nous suivent sur Internet. Je vous rappelle que si vous pouvez, si vous voulez, si vous pouvez évidemment, nous poser des questions, les consignes vous seront rappelées sur le tableau qui est au-dessus de moi. Pour cette heure stratégique de 14 heures, on vous a choisi un sujet qui devrait vous tenir éveillé. À quoi ressemble une économie de guerre? Pour en traiter, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Alain Quinet, je savais que j'allais me tromper. Vous êtes professeur associé à l'Académie de Saint-Cyr Couët-Quidan. Sylvie Matelli, directrice de l'Institut Jacques Delors. Julien Malizard, vous êtes titulaire de la chaire Économie de la Défense à l'IHEDN. Et Sébastien Jean, vous êtes professeur titulaire de la chaire Jean-Sébastien C d'économie industrielle au concert. Vous avez un nom un peu long, hein, au SCNAM, qui est le je ne sais plus ce que c'est, Conservatoire national des arts et métiers. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire un tour de table, évidemment. Et on va commencer avec vous, Monsieur Quinet. Dans les 80, j'oublie l'essentiel. J'ai oublié de rappeler que vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'appelle Économie de la guerre, qu'on peut trouver chez Economica, qui reprend beaucoup des thèmes que nous allons aborder maintenant. On va évidemment parler de la situation actuelle, mais pour commencer, comment on peut caractériser une économie de guerre? Qu'est-ce que c'est une économie de guerre? Parce que c'est une expression qu'on utilise sans forcément savoir ce que ça veut dire. Et puis, comme je me suis dit qu'on avait un jeune public, ça serait peut-être bien aussi de leur donner quelques auteurs qui ont parlé d'économie de la guerre. Qu'après tout, est-ce qu'il y a des économistes de la guerre, comme le nom le laisserait penser? Voilà, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci Christophe, bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, pour planter le décor, il faut se rappeler que le terme d'économie de guerre, il s'est construit à l'ombre de la Première Guerre mondiale, 14-18, et c'est une construction qui est le résultat de plusieurs contributions d'auteurs. J'en citerai deux, parce qu'ils sont d'obédience assez différentes. D'abord, il y a un que tout le monde connaît, qui est Keynes, qui est bien connu pour le multiplicateur, toute une série d'autres théories, mais qui a en fait beaucoup écrit sur la paix et la guerre, à la fois après la Première Guerre mondiale, sur les réparations, et puis qui a aussi beaucoup conseillé le gouvernement britannique lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis le deuxième auteur que je citerai, c'est un auteur qui est un peu moins connu, qui s'appelle Otto Neurath, qui est un socialiste autrichien, membre du Cercle de Vienne. Et tout ça juste simplement pour illustrer que le terme d'économie de guerre, il est utilisé par plusieurs courants de nature assez différente. Alors, si on cherche un peu à caractériser à grands traits ce qu'est une économie de guerre, et alors évidemment la référence, comme je disais, un peu paroxystique, c'est la Grande Guerre de 14-18, et il y a deux grands marqueurs sur cette guerre. Le premier marqueur, c'est bien évidemment la mobilisation. Alors mobilisation humaine massive, et aussi ma mobilisation financière. Alors juste pour vous donner quelques ordres de grandeur, les dépenses militaires des grands belligérants entre 14 et 18, c'est environ un tiers du PIB. Ça veut dire que un tiers de l'année, en fait, on travaille exclusivement pour la défense. La Seconde Guerre mondiale, ça monte même plus haut en Europe. On est autour de la moitié du PIB pour des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ça reste un tiers pour les États-Unis. Donc c'est une mobilisation financière absolument massive. Et puis l'autre grand marqueur de la guerre, à côté de la mobilisation, c'est le visage en fait sombre de l'économie de guerre, ce sont les pénuries. Et vous vous souvenez que pendant les deux guerres, la consommation a été extrêmement rationnée, y compris sur des biens essentiels. C'est-à-dire qu'on ne rationne pas simplement le superflu, on rationne l'essentiel. Et nos aïeux ont vécu avec des tickets de rationnement pour acheter du pain, du sucre, du lait, du beurre, de l'essence. Voilà, donc ça, ce sont le visage, je dirais, un peu paroxystique de l'économie de guerre telle qu'on l'a connue pendant les deux guerres mondiales. Après la Seconde Guerre mondiale, en fait, est-ce qu'on est dans une économie de paix? En fait, c'est sans doute un peu plus compliqué que ça, parce que, comme vous le savez, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, on va plonger dans deux types de guerres. La guerre froide d'un côté, et puis aussi les grandes guerres extérieures à l'Europe, liées à la décolonisation, mais aussi la guerre de Corée. Et donc ce qu'on voit, c'est que les économies restent quand même substantiellement militarisées. Alors certes, il n'y a plus de mobilisation, il n'y a plus de pénurie,
Mais ce que l'on voit, c'est que les dépenses militaires restent élevées. Pendant la guerre froide, en fait, tout au long de la guerre froide, on a une mobilisation qui est évidemment beaucoup moins intense, mais qui est très longue, très durable. Et pendant cette période, les États-Unis dépensent plus de 5% du PIB pour la défense, et un pays comme la France, plus de 3%, de manière systématique. Et puis, à cela s'ajoutent, je dirais, les pics qui sont provoqués par les grandes opérations extérieures, si j'ose dire, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, pour la France, la guerre d'Algérie. Et là, on a des pics de dépenses qui restent importants. La guerre de Corée, c'est 12-13% du PIB américain pendant 3 ans. La guerre du Vietnam, c'est 8-9% du PIB. La guerre d'Algérie, pour la France, c'est 5-6% du PIB. Voilà, donc ça veut dire que pendant toutes ces décennies d'après-guerre, on a continué à avoir des économies qui restaient très marquées et très structurées par les enjeux de défense. Et pour terminer un petit peu ce paysage et les ordres de grandeur, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en termes d'économie de guerre, quand vous prenez par exemple le conflit Russie-Ukraine, pour l'Ukraine, vu de l'Ukraine, en fait, l'économie de guerre qui est en place, elle est très proche de ce que nous avons connu, nous, pendant la Première Guerre mondiale. On a près d'1 million d'hommes sous les drapeaux, on a des dépenses militaires qui font 40% du PIB, il y a des pénuries, à commencer par des pénuries d'énergie. Et donc l'Ukraine est vraiment plongée dans un affrontement majeur type Première Guerre mondiale. La Russie, elle, c'est une économie de guerre qui ressemble plutôt aux États-Unis de la guerre de Corée ou de la guerre du Vietnam. Toutes choses égales par ailleurs, parce que les économies ne sont pas comparables, mais en termes de mobilisation, d'efforts budgétaires, on est à peu près dans ce type de logique. Et quand on regarde, et j'en terminerai par là, quand on regarde aujourd'hui l'Europe, finalement l'Europe, elle sort d'une période qu'on a appelée les dividendes de la paix, dans lequel les dépenses militaires étaient inférieures à 2% du PIB, ce qui est vraiment un point bas historique sur très longue période. Et on est en train de revenir, quand on regarde les cibles fixées par le Conseil de l'OTAN, 3,5% du PIB, c'est en gros le retour au niveau de la guerre froide. Donc voilà, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut camper le paysage de l'économie de guerre. Comme il y a plusieurs types de guerre, il y a plusieurs types d'économie de guerre, mais voilà, c'était pour donner un premier panorama. Merci beaucoup Alain Quinet. Juste un de nos spectateurs qui est dans la salle ou à distance me fait remarquer, donc je vous transmets directement, je ne me fais pas son porte-parole, votre article de blog qui est recommandé commence par l'Europe et la France ne sont pas en guerre. Et il n'est pas d'accord parce qu'il considère que l'Ukraine est en Europe, donc que l'Europe est en guerre. Je vous laisse lui répondre peut-être d'un mot. Oui, alors vous avez pas. Enfin, disons, il y a clairement un affrontement majeur sur le sol européen, mais qui est localisé. Ce que le papier sur le blog invite à considérer, c'est qu'au-delà de cet affrontement majeur mais localisé, effectivement, l'ensemble des États européens connaissent différentes formes de guerre sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Oui, merci beaucoup. Et à mes côtés, Sylvie Matelli. Alors vous êtes l'autrice de L'économie tout simplement aux éditions Erol, un ouvrage que vous avez écrit avec Hassens Ly. On trouve dans toutes les bonnes librairies. Et si on est sage, on peut peut-être se le faire offrir à Noël. Il y a une réédition sinon en février, vous m'avez dit. Non, c'est un autre ouvrage, la réédition en février. Donc celui-là, il est encore très récent. Je savais qu'il ne fallait pas que je fasse de blagues, j'allais me tromper. Alors, vous préférez à l'expression économie de guerre, économie de défense, je crois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et surtout qu'est-ce qui différencie une économie de guerre d'une économie de défense? Alors, je ne sais pas si je préfère, mais c'est vrai que je n'aime pas le concept d'économie de guerre. Et peut-être que je vais réconcilier Alain avec les deux façons de faire de l'économie de guerre dont il a parlé. Je pense que j'ai un double biais cognitif. Le premier, c'est que j'ai été éduquée à l'économie dans les années 90.
et que l'économie de guerre, ça servait essentiellement à décrire la période de préparation de la guerre et où, comme vous le disiez, tout était, ou pendant la guerre, où toutes les ressources économiques étaient mobilisées pour l'effort de guerre, ce qui entraînait des rationnements, etc., etc. Je ne crois pas qu'on soit en situation de rationnement à l'heure qui court. En tout cas, quand on regarde ce qui se passe à Paris, les veilles de Noël, etc., ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est le premier biais. Et le deuxième biais, c'est que ça fait plus de 20 ans à présent que je travaille avec des gens qui font de la géopolitique et je m'évertue à m'opposer à leur facilité à avoir de la guerre de partout. Y compris la compétition économique est une guerre, c'est la guerre économique. Et donc j'avais écrit quelques papiers pour réfléchir sur le sujet, parce que la compétition économique n'est pas qu'une guerre économique, ça peut aussi être gagnant-gagnant pour tous si c'est sous certaines conditions. Alors, et en plus, alors là, c'est pas un biais cognitif, mais pourquoi j'aime pas le concept d'économie de guerre? Parce que je trouve que c'est terriblement anxiogène. Et travaillant aujourd'hui sur les questions européennes, je ne suis pas sûre que pour mobiliser nos sociétés à réarmer notre continent, pour ne serait-ce que prendre nos responsabilités en termes de sécurité et de défense, leur parler de guerre et leur faire peur avec la guerre qui arrive avec la Russie, soit le meilleur moyen de le faire. Donc c'est pour ça que j'évite ce terme-là. Et qui plus est, est-ce la réalité? Et comme je vous disais tout à l'heure, je ne crois pas qu'on soit à rationnement. Nous faisons certes face à une menace sérieuse, voire même très sérieuse, mais je crois que le sujet aujourd'hui, ça n'est pas de réarmer pour faire la guerre à la Russie. Ce serait dommage, après tous les efforts que nous avons faits pendant des décennies pour essayer de construire un continent pacifié, se projeter dans une guerre avec un adversaire, ça me semblerait extrêmement contre-productif, sauf que la menace est là. Et donc, il faut s'armer, se préparer pour, dans le pire des cas, pouvoir se défendre si cet adversaire, cette menace se matérialisait et nous déclarait la guerre, mais surtout, et là ça demande peut-être encore plus d'efforts, avant même que cette menace ne se matérialise, pour dissuader cette menace de se matérialiser, c'est-à-dire pour dissuader, soyons clairs, Vladimir Poutine de nous attaquer. Et donc ça suppose d'être crédible et d'avoir une défense crédible et une défense bien construite. Alors, le souci que j'ai avec la question de l'économie de guerre, c'est que quand on est dans une économie de guerre, l'effort n'est pas soutenable dans la durée. On le voit en Russie. C'est une économie de guerre qui ne demande pas le même effort aux Russes qu'aux Ukrainiens, c'est évident, mais en grande partie pourquoi? Parce qu'ils ont les ressources pétrolières. Mais on voit bien que malgré ça, et peut-être parce que ces ressources pétrolières s'amoindrissent, c'est une situation qui devient un peu compliquée pour l'économie russe, qui commence à avoir des conséquences pour l'économie russe et où les politiques économiques commencent à être coincées par ce nécessaire effort de guerre, par cette nécessaire économie de guerre. Donc ça, c'est extrêmement important, ce fait qu'on ne peut pas durer. Or, nous savons, nous, Européens, que nous sommes dans une dynamique de développement économique, d'innovation, qui doit durer, qui doit s'inscrire dans la durée, peut-être parce qu'il y a la menace avec la Russie, mais aussi parce qu'on fait face à d'autres menaces, le terrorisme entre autres, et si je reste sur de la menace sécuritaire, mais aussi le changement climatique, le décrochage économique et technologique, nos dépendances qui se sont avérées lors des dernières crises extrêmement inquiétantes. Donc je pense qu'il faut aller plus loin que l'économie de guerre, et s'il faut se réarmer, ce n'est pas seulement un équipement militaire, c'est aussi sur tout un ensemble dans tout un ensemble de secteurs, sur tout un ensemble de composantes. Et peut-être que justement, plus qu'une économie de guerre, il faut penser une économie prospère, dynamique, innovante, et donc in fine capable, indépendante, autonome, et donc in fine capable de produire les technologies, les équipements, parce qu'on aura les industries qu'il faut, etc., etc. Donc c'est dans ce sens que finalement, peut-être qu'économie de la défense, c'est peut-être plus approprié qu'économie de guerre, parce que, encore une fois, la défense, la sécurité et la sécurité
pas uniquement militaire, mais aussi la sécurité économique, la sécurité humaine, elle dépend d'une vision beaucoup plus large que la seule préparation à la guerre. Et qui plus est, je dirais même, nos économies, nous avons la chance, nous, pays, alors on disait à une époque pays industrialisés, c'est peut-être plus tout à fait le concept, mais nous avons la chance de vivre dans des économies extrêmement diversifiées. Ce serait dommage, sous un prétexte d'économie de guerre, de nous recentrer sur et de nous respécialiser sur quelque chose, alors que notre diversification est peut-être notre force. Enfin, et peut-être pour conclure, il n'empêche que je ne nie pas la menace à laquelle nous faisons face, mais le problème qu'on a face à cette menace, c'est surtout que pendant des années et des années, on s'est abrité sous le parapluie sécuritaire américain et qu'aujourd'hui, finalement, la plus grosse menace, c'est le retrait des États-Unis. Et que ce que nous devons, et c'est ce qu'a déjà dit Alain très bien et je ne vais pas développer, ce que nous devons assurer aujourd'hui, c'est notre rattrapage d'années de dividendes de la paix, finalement d'un sous-investissement dans la défense. Et ce que je trouve très très dommage avec ce concept d'économie de guerre, c'est qu'on n'en voit pas un bout. À la limite, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il faut investir plus que je ne l'imagine et qu'il faut passer en économie de guerre. Mais l'économie de guerre étant temporaire, il faut donner un point final. Le point final devrait être, ou en tout cas on devrait envisager, je rattrape mon retard. Et puis après, il se passe quoi? Et après, je dois probablement ne pas retomber dans les travers du passé, de sous-investir dans la défense, mais je dois assurer à l'horizon 2035, 2040, 2050, je dois assurer que l'investissement supplémentaire dans le militaire que je devrais faire dans la durée ne pénalisera pas mon économie. Et donc, comment cet investissement supplémentaire permet l'innovation, la productivité, la compétitivité de nos économies. En Europe, de préserver aussi notre modèle social, notre modèle d'aménagement du territoire, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement important et je crois que ça dépasse largement le concept d'économie de guerre. En un mot, et pour reformuler, ce qui est un peu la base de mon métier, et j'espère que je vais bien reformuler, l'économie de guerre, pour vous, c'est quand on est une puissance qui a des velléités, par exemple, d'envahir un autre pays, offensive. J'ai l'impression que l'économie de défense, c'est plus quelque chose où on répond à une attaque. Non, l'économie de guerre, c'est quand on anticipe que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, à court ou moyen terme, on va être attaqué, on va avoir une guerre, et qu'on est complètement désarmé. Et donc là, on se prépare, et effectivement, on met en place tous les moyens nécessaires. Je ne pense pas, mais c'est peut-être là, c'est mon hypothèse, et c'est peut-être là que je me trompe, et on est là pour en débattre, je ne pense pas que l'on soit aujourd'hui à 3, 4 ou 5 ans d'une guerre, mais encore une fois, c'est très discuté. Vous avez des tas de documents stratégiques qui vous expliquent l'inverse. On a beaucoup de questions qu'on reprendra au fur et à mesure du débat. Si vous nous avez envoyé des questions via le numéro qui doit s'afficher quelque part au-dessus de ma tête, ne vous inquiétez pas, je les vois. Juste avant, Julien Malizard, que je vous donne la parole. Je continue ma liste de cadeaux de Noël. Il y a la revue de la Fondation de la Recherche Stratégique qui a publié un très bon article que vous avez écrit sur le financement de la défense en Europe, ce qui nous fait aussi une liaison avec les travaux de l'Institut Jacques Delors. C'est pas une question piège, mais est-ce que en préalable, vous pourriez juste rappeler, parce que je vois que dans le public, il y a des gens qui sont nés, à mon avis, en 2000, qui ne savent peut-être pas ce que c'est les dividendes de la paix. Et qu'est-ce qui s'est passé à un moment de l'histoire récente? Je préfère qu'on soit tous au même niveau d'information. Très bien, merci. Alors, les dividendes de la paix, c'est une période dont on peut à peu près, de manière certaine, donner une date de début. Et c'est 1992. Donc c'est la chute alors on pourrait même dire 1989 avec la chute du mur de Berlin, mais bon, disons 1992 et la fin du pacte de Varsovie. Après, il y en a un certain nombre qui considèrent qu'on est encore en période de dividende de la paix, c'est-à-dire c'est ce qu'expliquait Alain tout à l'heure, c'est un changement de régime en matière de dépenses d'armement, où on passait d'un régime de guerre froide à peu près entre 3 et 4% du PIB à aujourd'hui 2%. Et donc les dividendes de la paix, c'est cette idée que comme l'environnement stratégique était moins dangereux, et c'est quelque chose qu'on observe que aux États-Unis et que dans les pays européens. Les Asiatiques n'ont pas fait pareil, par exemple, ou au Proche et Moyen-Orient non plus. En fait, on a pu penser qu'on allait faire des économies, donc toucher des dividendes de la paix sur les budgets de défense pour les rallouer ensuite à d'autres secteurs qui, à l'instant considéré, en particulier dans les années 90, étaient jugés plus stratégique et plus urgent, on va dire. Alors, plus fondamentalement, la question que je voulais vous poser, c'est qu'une économie de guerre, c'est une économie bien où les entreprises, l'industrie se convertit aussi à cet objectif.
Est-ce que vous, en tant que spécialiste de ces questions-là, vous pouvez nous rappeler les principales caractéristiques des entreprises du secteur de la défense? Est-ce que d'abord elles se limitent au secteur de l'armement? Est-ce qu'on va au-delà? Quelles sont les particularités, j'ai envie de dire presque théoriques de ce secteur? Alors, le secteur de l'armement, il a des caractéristiques qui font de lui un secteur tout à fait unique, en fait, parmi les secteurs industriels. Je vais plutôt parler de l'industrie ici, même si il y a une dimension service que je n'aborderai pas. La première de ces caractéristiques, qui est à mon avis la plus fondamentale, c'est que c'est un marché qui est régulé. Aujourd'hui, vous êtes milliardaire, ce que je vous souhaite, vous ne pouvez pas acheter d'armes. Il n'y a que l'État qui peut acheter des armes. Demain, vous avez une super bonne idée, vous voulez produire des armements, vous n'avez pas le droit, l'État doit vous donner un agrément. Donc à la fois l'offre et la demande sur le marché, elle est contrôlée par l'État. Et ici, dans tous les pays européens, et singulièrement en France, l'agence d'acquisition qui s'appelle la Direction générale de l'armement en France a un rôle majeur. La deuxième des caractéristiques, c'est le rôle des barrières à l'entrée. Aujourd'hui, quand on regarde les industries de défense les plus performantes, celles qui sont dans le haut du classement, ce sont des entreprises qui maîtrisent des technologies qui sont extrêmement complexes et qui sont quasiment les seules à faire ce genre de choses. Ce qui fait que, on va dire que pendant cette période des dividendes de la paix, justement, il y a eu assez peu de transformation de cette industrie de défense. Les firmes ont changé de nom, certaines ont fusionné, c'est particulièrement vrai aux États-Unis, et aujourd'hui, l'état du marché par rapport à l'état du marché en 1992 est quasiment identique. Troisième caractéristique, c'est la longueur des cycles industriels. Quand vous prenez un produit, un armement, prenons un porte-avions par exemple, il faut une quinzaine d'années pour le développer. Donc aujourd'hui, le gouvernement a voté 10 milliards d'euros pour un porte-avions dont on va mettre une quinzaine d'années pour le développer et le produire, et qui sera utilisé par la Marine nationale pendant 40 ans. Donc globalement, les choix qu'on fait aujourd'hui, en fonction du nombre d'unités, et c'est très vrai pour la Marine nationale, globalement, ça nous amène jusqu'à la fin du siècle. Et il n'y a quasiment pas d'industrie, en dehors de peut-être quelques industries de réseau, qui ont une longueur de cycle équivalente. Et puis la dernière des caractéristiques, qui à mon avis est fondamentale, et c'est le pilotage par la demande, c'est-à-dire que le rôle de l'État ici qui achète, c'est bien l'État qui est un client, qui est fondamental. On parle de monopsone ici, pour ressortir le wording de la théorie économique. C'est ça. Monopsone, c'est l'inverse du monopole. C'est un seul client pour potentiellement plusieurs vendeurs. Alors des fois, on peut même dire monopole bilatéral parce que en fonction des domaines, il n'y a qu'un seul acheteur et qu'un seul vendeur, ce qui fait que le marché doit forcément se rencontrer, sinon il n'y en a pas. Et ça, en fait, le pilotage par la demande, c'est quelque chose qui est fondamental, et c'est l'antithèse de vos téléphones portables. Le téléphone portable, c'est Apple qui vous a défini le standard et qui vous a dit c'est ça que je veux que vous ayez entre les mains. Donc c'est la firme qui définit le standard. Là, c'est le client qui définit le standard. Et donc dans ce contexte-là, il y a une industrie de défense très particulière qui est liée à la période des dividendes de la paix, qui a consisté essentiellement dans une espèce de triptyque coût, délai, qualité, à revoir à la baisse, à questionner le coût, à la qualité constante, on va dire, et surtout revoir aussi les délais. Ce qui était urgent pendant la guerre froide ne l'était plus du fait de ce sentiment de sécurité qu'évoquait aussi Sylvie. Et là, depuis le début de la guerre en Ukraine, alors dès 2014 pour un certain nombre de pays, et singulièrement depuis 2022, en fait, la question du délai devient essentielle, et je vais juste vous donner une stat par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu d'augmenter de la production et augmenter les cadences de production. Et donc un archétype de ça, et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans les médias, c'est le canon César, qui est le canon d'artillerie utilisé par l'armée de terre et qui a été largement donné à l'Ukraine au début de la guerre. Au tout début de la guerre, en 2022, l'industriel produisait 2 canons par mois. Il y avait 5 personnes chez KNDS, l'industriel, qui étaient capables de faire le fût du canon, de le designer et de l'opérer proprement. Aujourd'hui, ils en font 8. Alors, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup par rapport à une économie de guerre totale, en fait, pour reprendre les mots d'Alain tout à l'heure. Mais c'est quand même une multiplication par 4 de la capacité de production. Et dans le même temps, le délai, il est passé de 30 à 15 mois.
Donc on est bien ici dans cet enjeu d'adaptation de l'offre industrielle, produire plus et plus vite. Et c'est parce que là, on trouve des économies d'échelle. On met du monde, c'est parce qu'il y a un marché en fait. Il y a un marché qui est en très forte croissance, lié à l'Ukraine, lié aux besoins, et c'est pas vrai pour tous les domaines. Et c'est très vrai pour les filières, on va dire, aéro-terrestres et missiles, munitions. Très bien. Merci beaucoup. Pour terminer ce tour de table, Sébastien Jean, je me tourne vers vous. Vous êtes alors le co-auteur avec Isabelle Bensidoun et Enzo de La folle histoire de la mondialisation, qui a été publié aux arènes BD. Voilà. Je voulais vous interroger sur le fait qu'on parle de guerre, d'opposition, mais il y a peut-être une particularité aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde d'interdépendance où, par exemple, pour produire certains biens électroniques qui sont à l'intérieur du matériel, par exemple, de défense, on a besoin des terres rares qui sont produites pas forcément par des alliés. Merci, oui, je vais pas faire de dessin, mais effectivement, je voudrais souligner je pense, l'importance du contexte quand on réfléchit aujourd'hui aux questions de sécurité, de guerre, de sécurité plus largement. Pourquoi ? Parce que on est dans une situation en fait assez unique, je crois, à l'échelle historique, où on a à la fois une interdépendance économique et financière d'ailleurs extrêmement étroite, et en même temps des tensions géopolitiques très fortes. Historiquement, les interdépendances très étroites, la mondialisation finalement, ça s'est construit seulement dans une sorte de paix et donc d'une politique internationale stable. C'était le cas dans la deuxième partie du 19e siècle. Cette première mondialisation. C'était le cas après-guerre entre les États-Unis et leurs alliés, parce que cette mondialisation-là, elle était seulement entre les États-Unis et ses alliés. Et puis ça a été le cas depuis après la fin de la guerre froide, à l'échelle véritablement mondiale. Après ça, il y a une sorte de ruse de l'histoire par laquelle on a eu une remontée des tensions géopolitiques manifestes à beaucoup d'égards depuis au moins une quinzaine d'années. Qui est la raison pour laquelle finalement aujourd'hui on est à se poser les questions qu'on se pose. Mais même si en France on a tendance à parler de démondialisation à tout bout de champ, sans doute parce que beaucoup de monde la souhaite, la réalité c'est que la mondialisation persiste. L'interdépendance extrêmement étroite, l'enchevêtrement des économies au niveau mondial persiste et d'une façon très intense. On pourrait faire un peu le parallèle avec l'avant-première guerre mondiale, dans le sens où il y avait de l'interdépendance et de la rivalité de puissance, mais en fait pas du tout à la même échelle, il n'y avait pas du tout le même type d'interdépendance. Pourquoi je souligne ça ? Parce que ce contexte, il redéfinit complètement la façon, les enjeux inhérents aux relations économiques internationales, parce qu'elles ne deviennent plus seulement le concept classique, pour reprendre les termes d'Albert Hirschman, de l'économiste Albert Hirschman, de gain aux échanges, mais elles deviennent aussi un élément, une relation qu'il faut lire avec des lunettes du concept de puissance et d'interdépendance. Elles deviennent des vulnérabilités, elles deviennent des armes potentielles pour qui sait s'en saisir. Et ça, les États-Unis, par exemple, en particulier, nous l'ont amplement montré, en particulier depuis le 11 septembre. Depuis le début des années 2000, je n'ai pas le temps de vous faire l'historique, de vous expliquer pourquoi à ce moment-là, notamment c'est lié à des dispositions dans le Patriot Act, mais ça a marqué la montée de l'utilisation par les États-Unis du dollar comme arme de coercition politique contre leurs opposants. Il y avait 4 pays qui étaient concernés par des sanctions à grande échelle assises sur l'accès sur le dollar en fait en 2000. Aujourd'hui, il y en a plus de 20. Dont la Russie qui est une puissance majeure. Donc ça montre à quel point l'utilisation en l'occurrence c'est le dollar, mais il y a d'autres exemples, l'utilisation de l'arme économique est redevenu quelque chose de très important. L'arme économique a connu ses grandes heures pendant la Première Guerre mondiale et sous la Société des Nations ensuite. On parlait de blocus à ce moment-là. Aujourd'hui, finalement, elle revit mais d'une façon un peu différente. Il y a aussi des blocus, des dénis d'accès au marché. Les Chinois l'ont beaucoup fait, par exemple. Mais la façon moderne de l'utiliser, de renouveler, c'est en fait d'utiliser une position inexpugnable, d'utiliser le contrôle de ce qu'on peut appeler un nœud critique de la mondialisation, quelque chose qui est incontournable, comme l'est le dollar dans le système financier international,
comme le système SWIFT dans les transactions interbancaires internationales, comme la fonderie taïwanaise TSMC pour fabriquer des puces de plus haut niveau, et comme le sont les terres rares, et comme l'est en tout cas la position de la Chine sur le raffinage des terres rares. Pourquoi c'est plus puissant? Parce qu'à ce moment-là, on peut menacer les adversaires ou les partenaires de leur couper l'accès à ce nœud incontournable, indispensable. Et c'est une arme qui, économiquement, ne vaut pas forcément grand-chose. Ça crée des pertes de part et d'autre. Mais en fait, politiquement, elle est très puissante. Et donc, ça explique qu'aujourd'hui, on soit à se poser des questions avec beaucoup plus de force, des questions de sécurité économique, pas seulement de guerre, mais de sécurité économique. Éviter d'être trop vulnérable à ce type de chantage, au fond, parce que souvent, et c'est ça dont il s'agit. Et il faut compléter ce premier aspect de sécurité économique par l'autre, un aspect qui est connexe, qui est le fait que dans ce monde très enchevêtré, très interdépendant, il y a aussi beaucoup de manières d'opérer une pression sur ce qu'on considère comme des adversaires. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus de guerre hybride. C'est-à-dire que ce dont on doit se protéger, ce n'est pas seulement une invasion, c'est aussi des immixtions dans notre espace informationnel, des campagnes d'intoxication, de déformation, de désinformation, de piratage de nos systèmes de communication. On est dans des économies très sophistiquées, mais aussi très dépendantes. Ça veut dire que le champ de ce qui est stratégique pour le fonctionnement de notre économie s'est considérablement élargi. On avait l'habitude de considérer qu'évidemment, il y avait des produits sensibles comme l'armement, l'énergie, l'alimentation, ça c'était stratégique. Il fallait évidemment les considérer d'une façon différente des autres secteurs. Et aujourd'hui, en fait, on voit qu'il y a une extension du domaine de la lutte, d'une certaine façon, au secteur de la santé, on l'a vu amplement avec le Covid, au secteur des télécoms, parce qu'on ne peut plus vivre sans les télécoms. Aujourd'hui, ce n'est pas juste pour téléphoner, en fait, c'est juste que le fonctionnement de nos économies, au plus profond, il est entièrement dépendant des télécoms. Du numérique plus largement, j'allais dire, et de ce point de vue-là, on est très dépendant en Europe, et puis du système financier international, parce que nos systèmes financiers sont extrêmement interdépendants. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais ce que je veux souligner par là, c'est qu'il y a une sorte de continuum, finalement, la continuation de la guerre, de la politique par d'autres moyens. En termes économiques, il y a aussi une sorte de continuum entre un état de guerre qu'on fait tout pour éviter, mais aussi un état de paix total dans lequel on n'est déjà plus, en fait. On voit toutes ces... Et donc, on a besoin de réfléchir à la fois en termes de renforcement de notre défense, mais aussi d'apporter une plus grande sécurité dans le fonctionnement de nos économies. Et c'est un programme assez vaste, en fait, qui est vraiment mis en haut de la pile parce que le paradigme a changé. On ne peut plus regarder la dépendance au pur marché, disons, les relations économiques, comme on le faisait avant. Merci beaucoup, Sébastien Jean. Deux petites questions qui sont des réactions à vos propos aux uns et aux autres et qui, je pense, appellent une réponse pas trop longue. La première est de savoir est-ce que l'aide envoyée à l'Ukraine est de la défense? Sylvie Matelli, Alain Quinet, vous voulez répondre? Mais globalement, on peut dire que oui. En fait, je parle sous le contrôle de Sylvie Matelli, mais je pense que globalement, quand on regarde la nature de l'aide qui est apportée à l'Ukraine, il y a d'abord une aide financière pour faire fonctionner l'État, faire fonctionner les institutions. C'est une partie importante de l'aide et c'est important, faire que l'État ukrainien continue à fonctionner. Et puis ensuite, quand on regarde le type d'armes qui a été fourni à l'Ukraine, c'est des armements qui globalement, alors c'est toujours une distinction un peu jamais très très simple à faire, mais c'est globalement des équipements de nature défensive, typiquement des batteries de missiles Patriot, par exemple, pour protéger le ciel. J'ajouterais même quelque chose de plus, c'est que c'est une aide qui permet à l'Ukraine de tenir face à la Russie et donc par là même de nous défendre en réalité. Et là où on voit que c'est très très intéressant, c'est que toutes ces années de guerre et d'économie de guerre et de préparation ou d'action dans la guerre en Ukraine nous aident aussi, nous, à monter en compétence sur un certain nombre de capacités militaires, à réapprendre finalement à faire la guerre au cas où. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. C'est un vrai sujet pour Vladimir Poutine qui, lui, considère que si on aide l'Ukraine, c'est qu'on est des co-belligérants. Donc c'est bien de le positionner sur est-ce que c'est assuré, c'est aussi
aussi assurer notre défense et pas que la défense de l'Ukraine. Juste un petit complément. Il y a un super travail qui est fait par le Kiel Institute sur ces questions et qui référence de manière assez précise les dons des uns et des autres vis-à-vis de l'Ukraine. Et on ne le met pas assez en avant, donc je le dis. Désolé, Sylvie, peut-être de te griller la politesse, mais c'est l'Europe qui dépense plus pour soutenir l'Ukraine que ne le font les États-Unis. Et y compris sur les moyens militaires. Parce que depuis l'élection de Trump, donc il y a 1 an, le flux militaire, en tout cas de dons tangibles, s'est complètement arrêté. Sans le soutien de la part des pays occidentaux au sens large, l'Ukraine n'aurait pas les moyens. C'est un pays qui est 4 fois moins peuplé que la Russie, à peu de choses près. En termes de PIB, je ne sais plus, mais je crois que c'est un rapport de quasiment 1 pour 10. Et en termes de superficie, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force n'est clairement pas en faveur de l'Ukraine. Et donc c'est l'idée ici que sans le soutien, et singulièrement des Européens, l'Ukraine n'aurait pas pu tenir dans cette guerre d'attrition. Une autre question, je crois que vous y avez répondu, mais je préfère être sûr. On vous demande si pour vous la Russie est actuellement en économie de guerre ou pas, par rapport à votre définition de tout à l'heure. Oui, on peut dire que la Russie est en train de rentrer en économie de guerre pour une raison, je dirais, peut-être fondamentale, c'est qu'on voit bien qu'on est sur un niveau de mobilisation qui est élevé et qui commence à peser sur la société et l'économie civile. On voit apparaître, voilà, pour différentes raisons, 10% d'inflation, des taux d'intérêt proches de 20%, quelques pénuries liées aux sanctions et aux frappes sur l'approvisionnement en essence. Donc voilà, on est en train de rentrer dans une économie de guerre avec ce double volet de mobilisation et de pénurie. Ok, merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne sur ces interdépendances et sur un point que vous avez abordé, Sylvie Matelli. La particularité du moment, c'est le rôle joué par les États-Unis. Finalement, il y a certes une guerre d'agression sur le territoire européen, mais aujourd'hui, ce qui nous amène en partie à nous poser ces questions, c'est le retrait américain de l'Alliance Atlantique, de l'OTAN finalement. Est-ce que c'est une première dans l'histoire que des pays soient obligés de consentir un effort de défense parce qu'un de leurs alliés sur lequel ils comptaient leur dit c'est fini? Bon, en tout cas, c'est fini, j'exagère un peu. Je laisse répondre. C'est pas qu'il leur dit pas c'est fini, mais il leur dit ça sera plus comme avant. Je crois que c'est la normalité. Tous les pays du monde investissent dans leur défense et défendent leur population. Donc c'est la situation d'avant qui n'était pas normale? Oui. C'est ça. C'est la situation d'avant qui n'était pas normale, qui s'expliquait, me semble-t-il, par des raisons historiques. C'est que les Américains n'avaient ras la casquette d'envoyer leurs jeunes et des générations entières de jeunes venir se faire tuer en Europe parce qu'on se tapait tout le temps dessus. Donc à un moment donné, en assurant notre sécurité et en assurant aussi qu'on travaille ensemble, qu'on s'intègre, etc., ils assuraient aussi que ça ne se reproduirait pas. Et donc on peut quelque part les remercier pour ça, mais pour avoir pas mal travaillé sur les articles des économistes, sur les questions d'économie de guerre, de sécurité, etc., et en particulier sur la théorie des alliances, ça fait depuis les années 60 que les Américains disent aux Européens « Eh oh, là, ça suffit quand même, vous allez peut-être commencer à vous réarmer un petit peu, vous allez peut-être commencer à prendre vos responsabilités. » Donc le retrait n'est pas tout à fait nouveau, c'est nous qui avons un petit peu fait l'autruche parce que finalement c'était pratique d'être sous ce parapluie. Sébastien Jean. Oui, je crois que ce qui différencie fondamentalement la période dans laquelle on est aujourd'hui par rapport notamment à celle de la guerre froide, c'est que à l'époque de la guerre froide, les États-Unis considéraient que l'Union soviétique c'était une menace pour eux, existentielle pour eux également. Donc c'était une menace commune pour nous Européens et pour eux Américains. Si bien que l'aide qu'ils nous ont apportée en termes de sécurité, elle était naturellement aussi directement intéressée, parce que c'était une façon de contenir cette menace existentielle. La différence profonde avec la situation dans laquelle on est aujourd'hui, à mon avis, c'est que de plus en plus, les États-Unis considèrent que la Russie, c'est une menace pour les Européens, mais pas une menace existentielle pour eux. C'est peut-être une menace, mais elle n'est pas existentielle. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, évidemment, ils sont beaucoup plus regardants sur la façon dont ils prennent en charge la défense européenne. Et je dirais finalement le péché de la complaisance qu'on a pu avoir en Europe dans le fait de déléguer, de sous-traiter notre sécurité aux Américains, contre quoi finalement le général de Gaulle en France a toujours lutté, mais qui a été vraiment une sorte de complaisance, de facilité dont on
voit les problèmes aujourd'hui que ça pose, elle se retrouve vraiment prise en défaut. Et donc ça, c'est une différence fondamentale. Et j'ajoute, pour faire la connexion avec ce que je disais tout à l'heure, il y a une deuxième différence fondamentale, c'est qu'au moment de la guerre froide, il y avait des blocs, mais il n'y avait pas de relation économique entre les deux. Et ça, c'est fondamentalement différent de ce qui se passe aujourd'hui, en particulier, je pense aux relations entre les États-Unis et la Chine. Il faut rappeler que pendant la guerre froide, le maximum que l'Union soviétique a représenté dans le commerce extérieur américain, c'était 1%. C'est en 1979. Donc, il y avait un peu de relations, mais ça n'a jamais été un partenaire économique et financier important pour les États-Unis tout au long de la guerre froide. Alain Quinet, je crois. Juste une petite précision, je crois que c'est vrai de dire que globalement les Européens ont joué les passagers clandestins, hein, pour reprendre un terme économique bien connu de la théorie des alliances. Il y a peut-être quand même une petite différence entre la France et les autres grands pays européens, c'est que la France a toujours eu une volonté d'autonomie stratégique et d'indépendance nationale par la dissuasion nucléaire, ce qui fait qu'on a sans doute moins joué en France les passagers clandestins que d'autres grands pays. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a profité de la défense des États-Unis sans la payer? C'est ce que j'entends depuis à vos réponses. C'est ce qu'il dit, c'est ce que Trump dit. Les Américains, les États-Unis, soyons précis, profitaient aussi, puisqu'ils avaient l'Union européenne, enfin les pays d'Europe étaient dans leur zone d'influence. Il y avait aussi une espèce de fidélité. C'est le principe d'une alliance. Est-ce que ce n'était pas le prix à payer pour cette alliance pour les Américains? Alors, ce que la théorie des alliances montre, et qui est un peu paradoxal peut-être, c'est que quand vous avez une alliance entre un grand pays et un ou plusieurs petits pays, en fait, en termes purement financiers, c'est le petit ou les petits qui exploitent le grand. Hein, c'est-à-dire que le grand, de toute façon, il veut assumer son statut de grande puissance et il dépense beaucoup pour la défense. Et finalement, si les petits jouent les passagers clandestins, ça change peu le comportement de la grande puissance. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai, on peut dire que les États européens, d'une certaine manière, ont exploité financièrement les États-Unis. Alors en même temps, il y a quand même deux contreparties importantes. Il y a évidemment, comme vous l'avez dit, l'influence politique américaine, puis il y a aussi les achats d'armement, hein, puisque une grande partie des armes détenues par les armées européennes sont achetées aux États-Unis. Julien Malizard, je crois que vous voulez réagir. Juste un petit complément, il y a une étude très intéressante de l'International Institute for Strategic Studies qui nous dit de quoi ont besoin les Européens si jamais les Américains se retirent. Et ils font le catalogue par le menu de tout ce dont on a besoin, en remplaçant un à un ce qu'ont les Américains sur le sol européen, sachant que ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Les Américains sont en train de se préparer, et en tout cas réfléchissent très clairement à l'idée de déplacer leurs moyens pour la zone Indo-Pacifique, puisque c'est là qu'il y a leur rival systémique. Et globalement, pour répondre à la liste au Père Noël qui est proposée, il faut que les Européens dépensent 3% du PIB dans la défense. Mais ce n'est pas 3%, puis après je reviens en arrière, c'est 3% de manière durable. Et en gros, c'est revenir à une situation qui est, comme le rappelait Alain dans sa présentation, c'est en gros revenir à une situation de guerre froide, en fait. Donc sortir de ce socle de 2% qui sont peu ou prou le niveau d'effort de défense européen, français d'ailleurs, on est dans la moyenne, hein, et ensuite atteindre, alors avec des ajustements budgétaires qui sont plus ou moins douloureux en fonction des pays, mais atteindre ce 3, alors 3,5, hein, puisque c'est bien au sommet de la Haye, ils ont annoncé ce 3,5, mais en tout cas c'est un enjeu majeur d'adaptation par rapport à une nouvelle donne stratégique et qui permettrait, alors peu importe le wording, mais permettrait aux Européens de se développer et de se protéger par eux-mêmes. Alors, dans un langage plus diplomatique, on dit un pilier européen au sein de l'Alliance, mais ça ne change pas l'affaire. C'est en gros, il faut que les Européens gagnent en épaisseur stratégique et l'enjeu, c'est surtout qu'ils le fassent très vite. Et c'est une des questions fondamentales de la période actuelle. Alors, vous voulez compléter, puis après on redonnera la parole à Julien Matteli pour parler des coopérations entre acteurs de défense sur les continents. Ouais. Juste pour compléter ce que disait Julien à l'instant, et ça rejoint ce que disait Sébastien tout à l'heure, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas qu'une question de budget et de moyens financiers, c'est aussi une question de capacité. Et aujourd'hui, nous avons des lacunes capacitaires assez inquiétantes dans un certain nombre de domaines, et qui sont des lacunes d'ailleurs
d'une certaine manière dual dans le numérique, sur toutes ces technologies, ces nouvelles technologies. Et là, il faut bien se rendre compte qu'au-delà de notre réarmement, au-delà de notre effort de défense, il faut aussi qu'on rattrape notre retard en matière d'autonomie stratégique et sur un certain nombre d'activités. Julien Matelli, ce que je voulais vous demander, puisqu'on parlait du rapport entre les blocs, est-ce que dans les interdépendances actuelles et peut-être même passées, il y avait des liens entre l'industrie de défense européenne et celle des États-Unis? Alors, il y en a pour différentes raisons. Déjà, il y a des dépendances historiques avec les États-Unis, car bon nombre de pays européens, et singulièrement dans le secteur de l'aéronautique, achètent auprès d'industriels américains. On a beaucoup parlé de l'avion de combat F-35. Alors on aime bien se moquer de nos amis belges en France en disant ils n'ont pas l'espace aérien qui permet de faire voler cet avion, hein, tout simplement. Mais il n'empêche que là où c'est intéressant, c'est que les Américains en fait, ont réussi à transformer un programme d'avion de combat de design américain en un magnifique programme en coopération qui est capable d'associer un certain nombre de partenaires. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'avion se vend bien. C'est qu'il y a une relation. Alors, il y a une relation évidemment hiérarchique. Hein. Lockheed Martin, qui est l'industriel qui a fabriqué et designé l'avion, est évidemment en pointe sur le sujet. Mais il se crée un réseau d'alliances, de partenaires partout en Europe, et en particulier avec les pays qui, historiquement, avaient déjà des avions de combat américains. Et donc, les partenariats se perdurent dans le temps. Dans des cas où, pour des pays, avoir une industrie de défense, c'est très coûteux. Je pense à la Norvège, à la Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas. Voilà, des pays qui n'ont pas l'épaisseur stratégique que peuvent avoir la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie. Et donc, il y a aussi des dépendances qui sont plus récentes vis-à-vis des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup d'industriels qui se font racheter par des Américains. Et ça, c'est une tendance de fond qui permet aux Américains de mettre un pied en Europe sur des domaines où ils sont historiquement pas toujours très présents. Sachant que c'est une dépendance qui est croisée quand même, parce qu'il y a des domaines où les Américains ils sont un peu en difficulté et pour lesquels l'industrie européenne peut leur apporter, je pense notamment dans le domaine du naval, où il y a beaucoup de difficultés pour l'industrie navale américaine. Et donc là, il y a des partenariats avec, par exemple, Fincantieri, qui est le champion italien du naval de défense. Donc il y a une dépendance, mais elle est quand même à relativiser. Merci, j'essaie d'avancer à la fois dans ce qui est prévu et dans les questions que je reçois. Juste, parce que vous êtes très nombreux à poser des questions et on vous en remercie. Je retiens celle-ci qui dit est-ce que l'économie de guerre suppose toujours une guerre déclarée ou peut-elle exister dans un contexte de tension prolongée comme à Taïwan? Est-ce que... Allez-y dans le micro. Alors. Mais, effectivement, une des difficultés de l'expression, ça renvoie un peu à l'échange que j'ai eu avec Sylvie Matelli, c'est que la guerre a plusieurs visages. Donc effectivement, il y a le visage de l'économie de la guerre déclarée, totale, celle que je citais au début. Là, aujourd'hui, on est dans des... Alors, je ne sais pas s'il faut dire économie de zone de guerre froide ou de zone grise, mais en tout cas, on est dans cet environnement violent, mais qui est en dessous du conflit militaire ouvert. C'est-à-dire, on a à la fois des cyberattaques, des sabotages, des incursions de drôles, des brouillages de GPS, et puis on a en même temps une très grande violence qui s'exprime dans le champ économique à travers la manipulation des interdépendances. Donc voilà, je pense qu'il faut pas se focaliser sur le terme de guerre au sens, je dirais, classique par opposition à la paix. On est aujourd'hui dans des mondes où il peut y avoir effectivement des affrontements majeurs, comme on le voit en Ukraine, mais voilà, il y a tout un faisceau de contestation, pour reprendre les termes de l'état-major, un faisceau de contestation en dessous du seuil du conflit ouvert. Et c'est ça que l'on doit prendre en compte aujourd'hui. Sébastien Jean. Oui, pour rebondir un peu y compris sur ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment tout un continuum en particulier dans le monde dans lequel on vit, à la fois tendu et très interdépendant, très enchevêtré, tout un continuum de menaces. Et ça fait que ça implique que la prise en compte non pas forcément de l'économie de guerre, mais en tout cas de la sécurité comme
objectif prioritaire, c'est quelque chose de très important. 2 exemples l'illustrent bien. Le premier, c'est la Chine. Y compris dans la communication des gouvernants chinois, la sécurité est partout. Partout. Et donc, ça devient comique même, c'est-à-dire qu'il y avait une communication il y a quelques années, ils avaient 18 sortes de sécurité qui mettaient en avant. Je veux dire, bon, nous aussi, on parle de sécurité alimentaire, énergétique, etc. Mais là, ils le déclinaient vraiment absolument à toutes les sauces. Ils ont créé des institutions dédiées pour assurer la sécurité. Et puis, depuis longtemps déjà, depuis au moins l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping 2012-2013, il y a une volonté de la Chine de réduire ses vulnérabilités, sa dépendance de ses partenaires. Et ça, c'est vraiment dans une optique sécuritaire. Deuxième exemple, la façon dont la Russie a essayé de blinder son économie par rapport aux sanctions financières, sans y arriver complètement bien d'ailleurs. En particulier, après 2014, Vladimir Poutine a mis en œuvre une dédollarisation de son économie, a tenté de limiter son exposition, sa vulnérabilité par rapport à des sanctions économiques, financières américaines qui subissaient déjà un peu après l'annexion de la Crimée et dont il pensait bien qu'elles pourraient se renforcer. Comment ça s'est manifesté ? D'une part, en dédollarisant leurs réserves. Bon, leur problème, c'est qu'en fait, ils n'ont pas compris qu'il fallait aussi ne plus être exposé à l'euro et à la zone financière euro. En créant un système interbancaire de communication spécifique en Russie également. Et aujourd'hui, c'est dans le même esprit que la Chine elle-même pousse à développer également son système de communication interbancaire qui s'appelle CIPS et essayer de pousser l'utilisation de sa propre monnaie dans son commerce international. Tout ça, c'est dans une logique de limiter sa vulnérabilité. Donc, ce n'est pas la guerre, mais c'est l'arrière-pensée politique dans la gestion de l'économie. Une question qui revient 2 fois, alors vu le nombre de questions, c'est déjà beaucoup. Quelqu'un nous demande si l'économie de guerre peut intégrer le développement durable, et ça fait écho à une autre interrogation qui dit peut-on investir à la fois dans la défense, la transition écologique, la réduction des inégalités, sommes-nous obligés à changer radicalement de modèle de société pour répondre à tous ces besoins en même temps? Et moi j'y entends comme une sorte d'angoisse. Est-ce qu'on va être obligé de changer complètement de monde, Sylvie Mattei? C'est un petit peu ce monde dans lequel on est entré depuis quelques années, et je crois que ça a été dit par nous tous à cette table-là. Mais c'est vrai que c'est intéressant ces questions parce qu'on le ressent dès qu'on discute sur ces sujets de guerre avec des personnes partout autour de nous. Et je crois, et c'est ce que je voulais faire passer comme message, je crois que la menace on a vécu finalement dans un monde relativement protégé, où la croissance économique et la mondialisation suffisaient à apporter, et en même temps suffisaient ou pas, parce que quand vous voyez l'évolution de la situation politique, vous pouvez vous poser un certain nombre de questions. Je crois qu'aujourd'hui, on doit sortir de ce qu'on qualifie souvent d'une certaine naïveté, et c'est vrai qu'on a une menace militaire en Europe, mais qu'on n'a pas que ça. Et qu'effectivement, il faut arriver à articuler tous ces défis qui nous sont posés pour que relever un défi permette aussi de relever à l'autre. Et il n'y a pas de contradiction à ça. L'autonomie stratégique, quand vous investissez par exemple dans les énergies renouvelables, quelque part vous renforcez votre autonomie stratégique, y compris d'ailleurs pour vos armées. Est-ce que la question c'est qu'il ne faut pas peut-être définir une priorité et puis après on fait une feuille de route et ça en découle, là, c'est ce que vous dites. A-t-on le luxe de définir des priorités? Je n'en suis pas sûre, en fait. Ce qui est certain, c'est que quand on change de monde, on a besoin d'innover parce qu'on change. On a besoin de gérer le quotidien et les menaces. On a besoin. Donc, c'est difficile de savoir si on doit définir une priorité. Moi, je pense qu'on doit surtout, comme le préconisent les 2 rapports qui sont sortis récemment en Europe, le rapport Letta ou le rapport Draghi, on doit aujourd'hui accepter d'investir massivement parce qu'on a d'énormes défis à relever à très 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 court terme. Julien Malizard, cette question de concilier économie de guerre et développement durable pourrait presque ressembler à une j'ai envie de dire presque une provocation, mais je me souviens qu'au moment où on a préparé la conférence ensemble, vous m'avez expliqué qu'à un moment, l'industrie de défense était sous-financée parce que les critères RSE faisaient que certains investisseurs institutionnels délaissaient ce secteur. En fait, il y a pour des raisons essentiellement éthiques, mais pas que. En fait, l'industrie de défense, elle n'est pas plus polluante en dehors de quelques sous-cas très particuliers, pas plus polluante que n'importe quelle autre activité productive.
Mais par contre, produire des armes, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien ou mal pour tomber dans quelque chose de très, quelque chose de très manichéen. Je ne répondrai pas à cette question, chacun y répondra en son âme et conscience. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aujourd'hui un changement de paradigme par rapport à cette question en Europe, y compris de la part de pays qui historiquement sont assez réticents pour des raisons éthiques à la défense. Je pense à la Suède, qui font un pas de côté et qui se disent aujourd'hui, et c'est aussi un peu le point qu'évoquait Sylvie dans son propos introductif, c'est que la défense ici doit être vue comme un moyen de se protéger en espérant qu'on n'ait pas à s'en servir, mais plutôt dans une optique défensive de dissuasion en quelque sorte, qui n'est pas nucléaire ici, mais qui pourrait l'être. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une transformation dans ce domaine-là. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à mon avis, les ajustements pour arriver à financer toutes ces priorités, reste à savoir dans quel ordre, comme vous le disiez, à mon avis, c'est quelque chose qui est relativement facile. Alors, je dis bien relativement, modulo l'incertitude politique actuelle. C'est que, la défense, globalement, il s'agit d'augmenter, c'est un choc macroéconomique qui est relativement petit. Il s'agit de passer de 2 à 3,5% du PIB dans la défense. Ce qui n'est pas un ajustement macroéconomique majeur et qu'on ne fera pas dans un claquement de doigts. C'est sur 10 ans. Donc, globalement, c'est facile, entre guillemets. C'est renoncer à quoi, par exemple ? La question, c'est que peut-être qu'on n'a pas besoin de renoncer aussi à grand-chose. Parce que, en fait, il y a un aspect, il faut financer la défense, parce qu'il y aura, en gros, pour la défense elle-même, mais il y a aussi un enjeu de financement de l'industrie de défense, et d'où le critère RSE. Mais le financement de l'industrie de défense ne passera pas forcément par un financement public. Et là, je fais référence à des produits d'épargne, dont un qui a été proposé pas plus tard que la semaine dernière ou il y a 15 jours. Aujourd'hui, à partir de 500 €, on met de l'argent dans un fonds qui permet de financer la défense. Et ça, de fait, c'est quelque chose qui ne mobilise pas forcément les deniers publics. Et donc, il y a ce double mouvement, et c'est pour ça que c'est forcément l'État qui, in fine, va acheter. Bien que dans certains pays, d'ailleurs, il y a eu des mécanismes d'emprunt direct, comme des emprunts de guerre, en fait, qu'on voit dans les pays baltes. Et puis, donc, une partie publique, mais aussi une grande partie du privé, qui va alimenter le financement de la défense par des canaux qui font que, en termes on ne va pas renoncer, on ne va pas tomber dans le dilemme beurre-canon. On ne va pas renoncer à de la santé ou de l'éducation pour faire de la défense. On pourrait avoir et le beurre et le canon. Très bien. Alain Quinet, je crois que vous voulez réagir. J'en profite pour vous donner une réaction qu'on a en direct. Là, c'est extraordinaire. Ça tombe. J'allais faire un mauvais jeu de mots. Dans 20-30 ans, quand notre territoire devra subir le plus 1,6 degré et que le climat deviendra une menace nationale, faudra-t-il inclure la transition écologique dans l'économie de défense ? Est-ce que ça en fait partie? Je vous laisse très bien, non, mais on est au cœur du sujet. D'ailleurs, de temps en temps, on entend parler d'économie de guerre climatique, donc la question est tout à fait pertinente. Alors, peut-être ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est vrai qu'il y a 5 ans, par exemple, on aurait pu penser que les grands objectifs de politique publique, c'était en gros assurer la croissance et assurer une croissance durable à travers une réduction très forte, et même si elle est progressive, de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais comme l'a dit Sylvie Matelli, on ne choisit pas ces chocs et ces menaces. Et donc, ce que l'on voit depuis 5 ans, c'est qu'il y a d'autres chocs et d'autres menaces qui arrivent, qui sont la crise, les risques de pandémie, le risque de guerre, etc. Ce que j'ai dit au début, c'était que l'objectif qu'on s'était fixé, c'était de passer de 2 à 3,5% du PIB. Donc c'est un effort important. C'est le retour à des niveaux de la guerre froide. Ça n'exige pas de démanteler les autres priorités de la politique publique. Et je voudrais simplement, alors, au-delà des pétitions de principe, vous citer quelques pays. Quand vous regardez les pays scandinaves, on les cite souvent en exemple en France, et je pense que pour le cas qui nous intéresse aujourd'hui et pour la question qui est posée, c'est vraiment un bon exemple. Quand vous regardez les États scandinaves globalement, on voit que c'est des États qui ont un haut niveau de protection sociale,
qui sont avancés dans la transition écologique et qui sont en train de réarmer. Donc en fait, on a sous nos yeux l'illustration de pays qui, avec des États efficaces, sont capables en fait de mener de front ces 3 priorités. Donc ça exige effectivement un effort d'efficacité de l'action publique, mais on a la démonstration que c'est possible. Sébastien Jean. Oui, en 2 mots, je voulais souligner que le fait d'avoir un certain nombre d'objectifs différents à mener de façon concomitante, c'est inhérent aux politiques publiques. La conduite des politiques publiques, c'est complexe par définition. Ce qui est commun, il me semble, aux défis face auxquels on est, c'est une sorte d'injonction à sortir du court-termisme et à sortir de l'économisme, d'arrêter de tout voir par les lunettes de notre intérêt économique de court terme, finalement. Alors, le problème, c'est que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est-à-dire qu'on voit bien, d'ailleurs, on est empêtré dans des discussions budgétaires extrêmement tendues, sans fin. C'est quoi? C'est nos intérêts à nous tous, et je ne dis pas ça d'une façon négative, mais c'est nos intérêts économiques de court terme. Et on voit qu'effectivement, faire des arbitrages là-dessus, c'est très complexe. Mais voilà, on est obligé parce que tout ça, c'est coûteux, parce que on ne sera pas influent dans la transition économique si en même temps, dans la transition écologique, si en même temps on est très faible dans l'arène géopolitique. Or, l'Europe est quand même un leader dans la transition écologique, même si on voit la tentation aujourd'hui d'affaiblir, d'amollir l'ambition. Donc, ce n'est pas une option, je veux dire, d'abandonner l'un pour l'autre, et ce n'est pas une option non plus de renoncer, de faire comme si la crise écologique n'existait pas sous prétexte qu'on a une menace de défense. Donc, voilà, on a cette injonction à tout faire à la fois, et c'est difficile. Alors, très court, Sylvie Matelli. Oui, moi je voulais réagir à ce que disait Julien, et ça fera le lien avec ce que dit Sébastien, sur la question éthique, etc. Ça me fait doucement rigoler quand les banquiers nous donnent des leçons d'éthique alors qu'ils continuent massivement, et je ne vais pas me faire des copains, mais massivement à financer l'industrie pétrolière. Donc je pense que c'était plus une question de désintérêt pour ce secteur, parce que c'est un secteur très compliqué, où on prend beaucoup de risques, et ça ne rapportait pas grand-chose. Et on voit l'intérêt du signal politique. À partir du moment où on réaugmente nos dépenses militaires, tout d'un coup, les acteurs financiers sont intéressés. Et là, c'est le signal politique, il peut permettre de lier les deux pour finir, et très très vite, un F-35 aujourd'hui, donc le fameux avion américain, je crois qu'il pollue, il a besoin de 6 fois plus de carburant que le F-16. En Europe, est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer d'imaginer un avion du futur qui soit éco-compatible et qui se vendra beaucoup mieux sur les marchés internationaux parce qu'il consommera beaucoup moins, et qu'en opération, croyez-moi, face à l'incertitude du prix de certains carburants, ça peut être assez intéressant. Je pense que vous allez bientôt reprendre la parole parce qu'il est plus que temps qu'on parle de défense européenne. J'aurais juste vous citer là encore 2 messages qui nous sont arrivés. Je suis un peu comme un enfant à qui on a offert une tablette à Noël. Je suis complètement pris par cet écran. D'un côté, quelqu'un nous dit, on entend beaucoup parler de... Non, pardon. Comment fonder une économie de défense en Europe alors qu'il existe une culture et une représentation stratégique très différentes entre les pays européens? Quelqu'un qui doute que ce soit possible. Et puis un autre avis qui nous dit une défense européenne réellement européenne, c'est-à-dire avec une unité, un commandement européen, serait moins coûteuse et plus efficace que 27 défenses nationales coopérantes. Comment on fait alors pour réconcilier les deux? Et en tout cas, comment on fait pour intégrer la dimension européenne à cette question quand même de l'économie de la guerre, plus de chances d'être pertinente à cette échelle-là? Alors, sur l'économie, sur la défense européenne, il y a un sujet qui avance énormément, c'est le sujet industriel, parce que saisi par la Commission et parce qu'un certain nombre de propositions sur la table, et en particulier un certain nombre de financements. C'est plus compliqué sur la partie militaire, et ça peut paraître paradoxal parce que ce que plébiscitent les Européens, sondage après sondage, c'est une armée européenne. Moi, je crois, et pour faire très très court et presque caricatural, je crois que le principal obstacle aujourd'hui à une défense européenne, c'est la question de la confiance. La confiance que nous avons les uns dans les autres. Par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais si on construit ensemble un avion de combat face à une guerre, qui va être prioritaire sur l'utilisation de l'avion de combat? Et si l'avion est aujourd'hui abrité dans un hangar en Allemagne, est-ce que les Allemands vont le laisser partir pour nous défendre, nous Français? Et je crois que ça, c'est un élément fondamental, et c'est une partie de la réponse. Je peux vous couper la parole juste oui. Parce que justement, j'ai une question qui dit, est-ce que l'Europe peut être sous le parapluie nucléaire français? C'est aussi cette question de la confiance?
là pour le coup, c'est une question de qui a la décision. Et c'est aussi lié à la confiance ici. Je réfléchis au fur et à mesure que je vous parle, puisque si on mutualise la décision, ce que les Français ne veulent absolument pas, ce serait peut-être qu'on ne pourra pas faire ce qu'on veut le jour où on voudra appuyer sur le bouton. Et en même temps, nos partenaires nous disent oui, mais bon, on veut bien nous vous aider à financer votre dissuasion, mais il faut qu'on soit aussi décisionnaire. Donc oui, c'est aussi une question de confiance. Et donc là, ça permet aussi de donner un premier élément de réponse sur qu'est-ce qu'on fait pour construire notre défense européenne. Eh bien, il faut œuvrer à renforcer notre confiance et il y a un certain nombre d'initiatives pour travailler ensemble, la boussole stratégique, etc. Mais ça prendra beaucoup de temps, vu l'histoire que nous partageons tous en Europe. Oui, Alain Quinet, allez-y, pardon. Je voulais relancer Sylvie Matelli sur un point, parce que effectivement, l'exemple de l'avion est très parlant. Effectivement, il y a une rivalité dans l'usage d'un avion de chasse entre plusieurs pays. Mais la question peut-être, c'est est-ce qu'il n'y a pas pour l'Europe des systèmes d'armes qui aient une valeur collective et pour lequel il y ait moins de rivalité. Alors, un satellite, par exemple, là, typiquement, un satellite, il n'y a pas une rivalité forte dans l'usage d'un satellite. C'est une forme de bien public européen. On peut dire la même chose peut-être de la défense solaire, c'est-à-dire qu'il y a des domaines où la convergence des intérêts est plus forte que la rivalité dans l'usage. C'est vrai, il y a aussi des domaines dans lesquels on ne peut pas faire tout seul et la dimension européenne permet des économies d'échelle. Et je pense en particulier, on a beaucoup parlé, ou en tout cas j'ai beaucoup évoqué la question digitale, la question de l'intelligence artificielle. On est probablement trop petit, mais dans le civil comme dans le militaire, nationalement, pour construire des capacités en matière d'intelligence artificielle qui soient à niveau par rapport à ce que font les Chinois ou les Américains, alors que tous ensemble, on peut faire quelque chose de très compétitif. Pardon, j'oublie votre nom, Julien Malizard. Et je vous relance avec cette question qui arrive. Quid de la comparaison entre le F-35 et le Rafale? A-t-on une chance de voir la substitution au sein de l'Union européenne? C'est vrai qu'il y a régulièrement ce sujet d'actualité où on reproche à tel et tel État d'avoir préféré une solution américaine à une solution européenne. Ce qui est intéressant dans les choix d'acquisition en Europe, il y a deux cas à distinguer. C'est est-ce que vous avez une industrie de défense ou n'en avez pas? Si vous avez une industrie de défense, vous allez forcément essayer, parce que c'est aussi un enjeu économique de création d'emplois, de richesse, de maîtriser les technologies pour lesquelles la notion de la souveraineté est primordiale. Et donc, évidemment, pour ces pays-là, qui sont plutôt les grands pays d'Europe de l'Ouest, la pénétration du marché américain, elle est plus limitée, et singulièrement dans les avions de combat. Même si les Américains, comme je disais tout à l'heure, ont bien manœuvré et ont bien vendu ça comme étant un produit en coopération. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet pour les Européens de se dire comment je fais quand je n'ai pas d'industrie de défense pour convaincre un partenaire d'acheter européen. La France a vendu du Rafale 12 unités sous des unités d'occasion à la Croatie et 24 ou 36 à la Grèce. Donc ce qui fait que finalement, c'est assez peu par rapport au F-35. Mais ceux qui ont acheté du F-35, ce sont aussi des pays qui, auparavant, avaient l'avion de génération antérieure de l'UF-16. Et donc, on va pas tous les reprendre, mais c'est ceux que j'évoquais tout à l'heure, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, dans une moindre mesure, la Grèce, même si elle a acheté, elle aussi, du Rafale. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que l'industrie de défense des grands pays d'Europe de l'Ouest, puisqu'elle est essentiellement là, et essentiellement sur ces produits très technologiques, elle n'a pas les capacités de production de fournir dans des délais très brefs les besoins qui sont exprimés par les partenaires européens. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui, plus que de qui achète quoi, parce qu'en fait ils font ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on appelle la souveraineté. Donc les choix d'acquisition, parfois contestés par des grands PDG français, globalement c'est des choix souverains. Même s'ils ne vont pas dans le sens de l'autonomie, une dépendance américaine. Mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'adaptation. Et aujourd'hui, par exemple, si vous voulez acheter un Rafale, vu le carnet de commandes, rendez-vous dans 5-6 ans, ce qui est peut-être rédhibitoire pour certains partenaires européens. Merci, je suis désolé pour tous les gens qui sont frustrés parce qu'on ne répond pas à leurs questions, mais j'essaie à la fois d'en prendre et en même temps d'avancer dans notre discussion. Je voulais... Oui,
Je voulais quand même rebondir sur ce point-là, sur cette question de l'Union européenne, et peut-être en me tournant vers vous, Sébastien Jean. Cette interdépendance-là, il est quelque chose qui nous aide, qui nous stimule, ou est-ce que c'est aussi une contrainte, comme les autres interdépendances dont vous avez parlé au début? Aujourd'hui, en fait, on est beaucoup moins souverain. Quelqu'un tout à l'heure demandait est-ce qu'il y a encore un pays souverain au XXIe siècle, dans les questions que je reçois? Je comprends votre question au niveau européen. Oui, au niveau européen, entre pays je voulais européens. rester à l'échelle européenne. Pardon. Oui, alors on est vraiment dans un nœud de complexité pour l'Europe parce que la politique étrangère, elle reste une compétence nationale. C'est-à-dire qu'on essaie de construire une politique européenne extérieure et de défense, mais c'est en construction. Et l'exercice de la souveraineté, aujourd'hui en Europe, il se fait quand même à l'échelle nationale. Et donc, on réfléchit à la meilleure façon de progresser en termes de défense, d'assurer la défense de l'Europe, comme on l'a souligné, comme vous l'avez souligné déjà, Alain ou Sylvie. Dans beaucoup de cas, finalement, c'est une défense commune. Hein. Mais malgré tout, la défense, c'est un outil au service d'une politique étrangère ou d'une sécurité qui reste une attribution nationale. Donc on est toujours pris dans cette difficulté, sachant que depuis le début, la politique, et en particulier l'aspect politique étrangère, ça reste quelque chose qui a été mis à l'écart de la construction européenne, qui n'est pas le cœur. Donc la logique économique qu'on a appliquée ailleurs, d'un marché unique et puis des règles de marché pour organiser la concurrence, ne peut pas fonctionner en tant que telle complètement, en tout cas ne peut pas suffire dans l'industrie de la défense. D'ailleurs, il y a des exemptions dans les textes européens, c'est l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui le dit explicitement, pour être précis. Et donc, d'une part, et d'autre part, on a dit que les États étaient les seuls clients, donc de toute façon, ça serait même une vue de l'esprit de penser qu'on peut complètement s'en remettre à la discipline de marché. Et donc, on est pris un peu en étau entre le fait qu'on sait qu'il faut être plus efficace, on sait que à périmètre un peu égal, si vous voulez, des systèmes d'armement en Europe, on en a 6 à 7 fois plus que les Américains. Pour vous dire le degré de fragmentation, d'émiettement en fait, et donc d'inefficacité dans la défense européenne. On sait qu'il faut rationaliser tout ça, mais qu'en même temps, on est obligé de le faire dans un contexte où un certain nombre de décisions sont prises à l'échelon national et le resteront. Voilà. Même si... alors voilà, comment on fait par rapport à ça? On essaie de progresser. D'une part, on a quand même une menace commune identifiée qui, je pense, fait qu'il y a plus de convergence stratégique dans les positionnements, dans la façon dont les pays conçoivent leur sécurité, qu'il ne pouvait y en avoir quand les priorités étaient liées, par exemple, à la lutte contre le terrorisme, à certaines interventions en Afrique, où là, pour le coup, on pouvait avoir des vues extrêmement différentes, ce qui était source de conflits. Là, il y a un peu moins de conflits, ça aide un peu. Il y a l'urgence, mais il y a tout ce qu'on a dit aussi, la volonté des États d'assurer un juste retour sur leurs efforts budgétaires. Or, la conception de systèmes aussi complexes, ça ne se fait pas efficacement par des décisions politiques et administratives. C'est une logique économique et d'efficacité qui doit primer. Donc voilà, on essaie de se battre avec tout ça. La logique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est d'essayer de donner un peu plus de part à la logique économique, aux incitations économiques dans ce processus. La Commission le fait, par exemple, enfin, au niveau européen, on le fait en disant on va attribuer certaines subventions pour des projets qui sont en collaboration. Alors c'est vrai en particulier pour ce qui est recherche et développement. C'est vrai aussi pour les aides à l'Ukraine, par exemple. Et puis, on essaie d'avoir un peu plus de projets montés en commun industriellement. Mais forcément, c'est un peu poussif. Je crois qu'il ne faut pas non plus se laisser aller à l'idée qu'on va arriver à avoir des monopoles par grand secteur, que c'est même pas souhaitable. Donc peut-être on peut quand même en retirer un bénéfice par le fait qu'il reste une certaine diversité, une certaine concurrence, mais en même temps c'est vrai que c'est le résultat de la complexité de la situation européenne. Donc la souveraineté, elle est nationale, mais en fait elle ne peut s'exprimer efficacement que dans le contexte européen. C'est ma réponse de jésuite. Très bien. Mais écoutez, en tout cas le sujet passionne, c'est parce que j'ai beaucoup de questions. Et c'est presque, on croirait que c'est moi qui les ai envoyées tellement elles sont magnifiques, quoi. Il y a une personne qui me dit, une vraie défense peut-elle se faire sans une fédération européenne si on veut qu'elle soit réellement démocratique et efficace? Et juste après, quelqu'un me dit, l'Union européenne a détruit beaucoup de choses en France. Ne doit-on pas d'abord faire confiance à soi-même, se débrouiller tout seul, la France, et jouer sur nos avantages? On va peut-être pas répondre aujourd'hui à ce débat pour ou contre l'Union européenne. Par contre, une question, et vraiment, je pourrais, et je voudrais quand même qu'on avance parce que, enfin qu'on avance, ça serait pas reculer de traiter, c'est que je voudrais qu'on traite un autre thème, qui est celui des nouvelles armes et notamment des drones.
Et alors moi, ce que j'ai découvert, car j'étais très naïf encore il y a peu de temps, quand j'ai discuté avec vous, Julien Malizard, c'est qu'aujourd'hui, un drone qui coûte quelques milliers d'euros peut détruire une arme qui en vaut plusieurs millions. Qu'est-ce que ça change, ça, dans l'économie de la guerre, sachant que, moi, ce que j'ai vu quand vous m'avez expliqué ça, c'est que être le plus riche, le plus puissant économiquement, finalement, c'était peut-être plus forcément la garantie de gagner la guerre parce qu'on avait les moyens d'écraser l'autre. Effectivement, cette question, elle rejoint une des problématiques qu'on évoquait tout à l'heure sur l'attrition en Ukraine, et en particulier comment un pays qui est plusieurs fois moins riche que la Russie, alors évidemment soutenu par les pays occidentaux, mais par du bricolage, alors, qui maintenant est en train de s'industrialiser à grande échelle, a été capable de développer des systèmes d'armes qui peuvent générer des effets militaires gigantesques. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper structurant aujourd'hui parce que pendant très longtemps, en fait, on a considéré qu'il y avait des barrières à l'entrée technologique qui étaient extrêmement fortes et l'industrie de défense a été figée. Aujourd'hui, vous pouvez faire des dégâts colossaux avec des systèmes d'armes qui sont très peu coûteux. Et donc, en gros, vous allez à la FNAC ou à Darty, vous achetez un drone, n'importe qui peut l'acheter, et dessus, vous lui mettez une charge utile. Alors, charge utile, c'est un cache-sexe pour dire soit une charge explosive, soit un système de captation d'informations qui peut être, par exemple, vidéo. Et ça, en fait, c'est à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, vous avez une arme qui devient ce qu'on appelle une munition téléopérée, et donc avec quelqu'un qui est à distance, protégé, qui peut la piloter avec une efficacité qui est très élevée. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que en fait, c'est un des retours d'expérience de la guerre en Ukraine, c'est l'émergence de ces nouveaux produits. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nouveaux produits, en fait, comme ils sont produits à très grande échelle, là où l'industrie de défense, elle produit, comme je disais tout à l'heure, 2 canons avant la guerre par mois, et maintenant 8. Mais en fait, là, l'Ukraine, pour vous donner un ordre de grandeur, en 2025, va produire 4 millions de drones. Et il y a des fermes dans des salles, peut-être comme celle-ci, où en fait vous avez des imprimantes 3D qui sont connectées et qui vont faire ces drones en continu. Et donc là, en fait, on voit qu'il y a un changement d'échelle qui ressemble à l'économie de guerre un peu totale qu'Alain évoquait tout à l'heure. Et là, de fait, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs industriels. Ce sont des acteurs industriels souvent issus du civil qui ont des technologies à faire valoir, de produire beaucoup à moindre coût. Et sachant qu'aujourd'hui, et c'est là où il y a une incursion en plus du domaine digital, c'est que vous avez en plus de ça des firmes qui vont vendre des modèles d'intelligence artificielle pour piloter des dizaines, des centaines de drones en même temps pour gagner là aussi en efficacité. Et là aussi, il y a tout un champ nouveau pour des firmes qui historiquement n'étaient pas des firmes de la défense. Un des exemples que vous avez beaucoup entendu parler peut-être dans les médias, c'est Anduril, qui est une firme américaine, mais il y a aussi des compétiteurs européens de ce niveau-là, alors pas aussi riches, ou en tout cas avec le même chiffre d'affaires, mais en tout cas qui sont capables de faire des propositions de valeur tout à fait intéressantes, avec en gros une forme de dynamisme de cette industrie de défense qui était historiquement très refermée sur elle-même. Est-ce qu'il faut revoir on pose la question, est-ce qu'il faut revoir la régulation internationale des armements et les règles d'engagement pour prendre en compte ces nouvelles armes? C'est un vrai sujet. C'est parce que en fait aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. Je saurais pas faire. Non, mais vous pouvez acheter un drone dans n'importe quel magasin. Et donc, aujourd'hui, là où c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un secteur qui émerge de lutte anti-drone. Évidemment, si vous faites de la guerre par les drones et tous ces systèmes. Et là, du coup, il y a des solutions technologiques par rapport à ça aussi. Sébastien Jean. Oui, je voulais juste souligner 2 dimensions que je trouve intéressantes par rapport à ces questions de drones. Le premier, c'est l'équilibre entre l'attaque et la défense. C'est-à-dire qu'on sait que justement, et là-dessus, je ne veux pas m'étendre parce que Julien ou Alain connaissent ça beaucoup mieux que moi, mais il y a le fait de savoir quel équilibre il faut entre l'attaque et la défense. Il y a un peu la vulgate classique, 3 attaquants pour un défenseur, pour au moins 3 pour 1 pour espérer. Voilà. Après, il y a des évolutions dans les systèmes d'armement qui modifient ce rapport. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les drones, on peut avoir des drones pas chers du tout, justement,
à l'attaque qui crée de gros dégâts et donc qui, en termes offensifs, ont un rapport de puissance très intéressant et qui sont très difficiles à contrer sans y mettre beaucoup plus d'argent que ce que l'autre a mis. Alors là, je parle d'argent, pas d'effectifs, mais en l'occurrence, un vrai déséquilibre. Donc ça, c'est une dimension importante. Deuxième dimension importante, la rapidité extraordinaire d'évolution. C'est-à-dire qu'en Ukraine, la façon de faire la guerre évolue de mois en mois à une vitesse qui est absolument sidérante. Et ça, c'est aussi important parce que ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller stocker des centaines de milliers de drones dans un hangar, parce qu'au moment où on les sortira, ils seront complètement obsolètes. Et en revanche, il faut stocker, entre guillemets, il faut se doter de la capacité de produire en temps utile et de la capacité d'innover en temps utile aussi. Donc c'est un défi tout aussi redoutable, mais de nature assez différente, posé à l'industrie de la défense dans certains secteurs, ce qui ne veut pas dire que, ce qui n'enlève pas le fait que dans d'autres secteurs, je veux dire les blindés, le maritime, etc., pour le coup, là, il faut avoir les capacités exemptées et on peut les stocker longtemps à l'avance. Il nous reste 10 minutes, donc, et je voudrais qu'on traite encore 2 points. Je vous donne la parole à Alain Quinet. Allez-y, allez-y. C'était juste pour tirer une leçon un peu plus générale sur l'économie de guerre, qui est en fait l'importance des mécanismes d'innovation. Hein, ça enchaîne directement sur ce que vient de dire Sébastien, c'est-à-dire que toutes les guerres ont été des phases d'innovation massive. Hein. La guerre 14, on l'a commencé avec des chevaux, on l'a terminé avec des chars. La Seconde Guerre mondiale, elle a commencé avec des avions et des chars. Elle s'est terminée avec des porte-avions et la bombe atomique. Et donc là, on voit la même chose. C'est-à-dire que l'économie de guerre, ça ne consiste pas simplement à produire massivement ce qu'on sait déjà faire. Ça repose beaucoup sur l'efficacité des processus d'innovation. Justement, vous venez de parler d'innovation. À l'inverse, quelqu'un me fait remarquer, pas moi, c'est tout le monde, la question de l'économie de la guerre à petite échelle dans des conflits comme au Congo avec des milices armées n'est pas non plus à négliger. Et quelqu'un nous reprochait de trop parler d'Ukraine et d'Europe en disant qu'on comprendrait peut-être mieux la problématique si on s'intéressait à d'autres exemples autour du globe. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça. Oui, alors effectivement, là, on a parlé effectivement des grandes guerres occidentales avec des industries d'armement derrière, mais on pourrait tout à fait effectivement parler soit de conflits étatiques, soit de guerres civiles qui se passent dans d'autres parties du globe et qui effectivement mobilisent en fait beaucoup plus de rusticité, hein, mais qui reposent là aussi beaucoup sur des processus d'innovation et d'adaptation. Allez-y, Sylvie Mattei. Et sur ces économies de guerre-là, c'est intéressant parce qu'on n'en avait pas effectivement encore parlé, sont des économies de guerre qui ne tiennent que parce que les principaux acteurs ont intérêt à ce qu'elles tiennent, en fait. C'est des économies, c'est des sociétés extrêmement corrompues, extrêmement violentes, et où la violence est auto-entretenue par les groupes qui mènent cette économie de guerre et qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent à maintenir cette économie de guerre. Je voulais quand même qu'on termine en parlant d'un point que vous avez évoqué tout à l'heure, Sylvie Mattei et je crois quelqu'un d'autre, mais j'ai oublié qui, donc qui me pardonne, qui est le rôle des opinions publiques et des populations. Par exemple, je crois que la population européenne est très très favorable à une armée européenne, sondage après sondage, alors qu'on ne la voit pas vraiment émerger. Comment on peut mobiliser les populations? Est-ce qu'il faut les mobiliser d'abord si on est dans une économie de guerre? Est-ce qu'il faut aussi, il y a des personnes qui se demandent si on a encore les compétences de produire de l'armement. Sur toutes ces questions-là, j'aimerais peut-être faire un dernier tour de table parce qu'on se rapproche de la conclusion et comme j'aurais peut-être pas le temps de le dire, j'ai animé beaucoup de conférences. La première fois que je vois une salle aussi attentive, c'est quelque chose qu'on ressent et je voulais vous en remercier parce que je pense que ça a permis à nos 4 panélistes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc merci à vous. Je ne sais pas si je pourrais vous le redire après. Je reviens à ma question de la mobilisation des populations. J'ai envie de rebondir sur cette question d'armée européenne parce qu'elle est importante. Le problème est en fait un peu compliqué. On le voit avec nos politiques de sanctions. Parce que comme c'est du domaine de la politique étrangère, c'est décidé à l'unanimité. Si bien qu'à chaque fois qu'on veut renouveler les sanctions, on se retrouve otage de Orban pour essayer de faire en sorte qu'il accepte de donner son accord pour la mesure. Et ça, je crois qu'il faut bien le garder en tête. C'est-à-dire que si on a une armée européenne, est-ce que vraiment on est capable d'accepter que ce soit n'importe quel autre Européen qui décide de ce qui va être fait? Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en fait, la diversité politique au sein de l'Europe est telle que, pour moi, la réponse est non.
Et on le voit justement avec le régime hongrois ou slovaque aujourd'hui. Donc malheureusement, c'est compliqué. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de composer intelligemment avec des injonctions qui sont un peu contradictoires, de faire ensemble, alors qu'on n'est pas une union politique complètement, on n'est pas un pays, on n'est pas même une fédération, on est une sorte de confédération et il reste des divergences, mais on doit avancer comme ça. Donc voilà, ça demande un peu plus de finesse que ça. Et naturellement, il faut le faire en bon accord avec les opinions publiques, mais ça ne donne pas forcément la clé de la réponse. Sylvie Matelli, vous avez la parole. Et merci. Il est beaucoup question effectivement des capacités de résilience de la population européenne. Est-ce que la question qui revient tout le temps, c'est est-ce que les jeunes Européens installés dans un certain confort seraient prêts à aller se battre pour défendre l'Europe? Et en général, on ne dit pas défendre l'Europe, on dit défendre la Lituanie ou l'Estonie, parce que c'est des pays tellement petits, tellement insignifiants vu d'ici qu'on n'irait pas. Honnêtement, je ne sais pas, mais honnêtement, je ne crois pas qu'un jeune Ukrainien, si vous lui aviez posé la question il y a une dizaine d'années, est-ce que ça te dit d'aller te battre? Il aurait répondu oui, en fait. Et face à l'adversité, pourtant, les Ukrainiens sont plus qu'au rendez-vous, donc c'est intéressant. Je pense que cette période que j'aurais préféré que nous ne vivions pas depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je pense que cette période a quand même pas mal réveillé les consciences et qu'on se rend bien compte aujourd'hui que on a vécu dans une période où la guerre n'était plus un sujet, alors qu'elle était un sujet encore partout dans le monde. Elle l'est redevenue en Europe. Est-ce qu'on saura réagir et en temps utile? C'est compliqué à dire, mais je pense qu'il y a une prise de conscience. En tout cas, ce que je note, c'est qu'au tout début de la guerre, on nous prédisait que dans 6 mois, plus personne ne s'intéresserait à cette guerre en Ukraine, voire que les gens descendraient dans la rue pour qu'on arrête de soutenir l'Ukraine. Ça fait 4 ans que ça dure. Et pour l'instant, le soutien reste assez fort. Julien Malizard, votre mot de la fin. En fait, sur cette idée de mobilisation, je pense qu'il y a une vraie question d'embarquer tout le monde en fait sur les problématiques de défense pour 2 raisons principales. La première, c'est que le ministère des Armées, dans son format actuel, a besoin de recruter entre 25 000 et 30 000 personnes par an, ce qui en fait probablement un des plus gros recruteurs de France. Pour tout type de métier, sachant que dans le même temps, les cohortes de jeunes, et je vois qu'il y en a dans la salle, sont de moins en moins nombreuses. Donc comment on fait pour rentrer dans ce milieu si on ne connaît pas? Et donc je sais que c'est quelque chose au sein du ministère dont ils ont très conscience. Mais de fait, il y a une vraie question ici de ressources humaines qui va un peu dans le sens de la mobilisation qu'évoquait Alain tout à l'heure. Il ne s'agit pas de mobiliser pleinement les gens, mais en tout cas rappeler que le métier des armes, c'est un métier qui compte dans ce contexte-là. Et je ne parle même pas d'aller au-delà, là c'est vraiment juste pour les besoins actuels. Et il y a un deuxième sujet de mobilisation qui est financier, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, et c'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, l'industrie de défense est une industrie de défense qui est adaptée à 2% du PIB. Donc on fait très bien, mais très peu. Et donc il y a un sujet d'adaptation. Or, l'épargne, elle est disponible. C'est plutôt un problème d'intermédiation ici, d'où les initiatives qui ont été mises en place récemment. Mais je pense que c'est vraiment une des questions fondamentales de la période. Pour la première fois, on nous dit, en Europe de l'Ouest, il va falloir dépenser beaucoup plus, et donc accompagner une transformation industrielle par du financement privé. Et là aussi, si jamais on ne connaît pas le secteur de la défense, c'est un peu le point qu'évoquait tout à l'heure Sylvie, en fait, les données ne sont pas toujours très claires, ou c'est un secteur qui est vu comme étant trop lié à l'État, et pas que éthiquement discutable. Aujourd'hui, il y a cette question qui apparaît très clairement, et là aussi, rappeler qu'il y a des opportunités, pour le dire poliment. C'est quelque chose qui, à mon avis, est... Je vous coupe la parole parce que j'ai une réaction en direct. J'adore ce truc. Je suis vraiment accro. Qui vous dit en tant que jeune, c'est pas moi qui parle donc, et pour donner mon avis, le problème n'est pas le métier en lui-même. Les jeunes ont une très mauvaise vision des militaires et notamment de leurs supérieurs. Est-ce que vous pouvez les convaincre que c'est une mauvaise image? Non, je ne pense pas, parce que je suis suffisamment jeune pour pouvoir faire le service militaire. Et donc, je peux dire que j'en côtoie, mais je peux dire que les gens que je côtoie, en tout cas qui sont beaucoup d'officiers, ce sont des gens avec la tête bien faite. Alain Quinet, vous avez 3 minutes pour conclure.
c'est tous ces sujets que nous avons abordés. On m'a beaucoup reproché, on nous a beaucoup reproché de ne pas parler assez de paix, d'économie de paix. Alors peut-être si vous voulez allumer un peu de lumière en cette fin de conférence, et peut-être pour dire qu'on ne vit qu'une parenthèse malheureuse, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, mais merci d'abord pour toutes les questions qui nous ont été posées, parce que je crois qu'on est vraiment sur des vrais sujets, des bonnes questions qui n'appellent pas de réponse simple. Moi, ce que je voudrais dire simplement, peut-être pour conclure, c'est que ce qui est clair, c'est que nos objectifs sont en train de changer. Sous la pression d'un contexte géopolitique qui est devenu beaucoup plus dur. Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut remettre en question nos engagements sur le changement climatique, nos ambitions sociales. Je crois que c'est vraiment pas ça la question. La question simplement, c'est que les politiques publiques sont devenues plus compliquées et on doit ajouter à ces défis qui existent et qui perdurent, en fait, un nouveau défi qui est le défi de la sécurité. Voilà. Et donc, je pense que la réponse à ce défi supplémentaire, qui s'ajoute aux autres, qui ne les remplace pas, eh bien, ça passe par une action de long terme. Parce que c'est vrai que si on raisonne sur un horizon de court terme, sur le prochain budget, on a l'impression que tout est compliqué, qu'on ne peut pas tout faire et qu'il faut faire des choix. Dès qu'on allonge l'horizon, en fait, on se donne les moyens de mettre en place des politiques, des stratégies qui permettent de concilier et puis d'identifier les zones de convergence qu'il peut y avoir entre ces différents objectifs. Et je pense qu'il y en a. Eh bien, merci beaucoup Alain Quinet, merci Sylvie Matelli, Julien Malizard, Sébastien Jean. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je crois que les journées de l'économie se poursuivent. Je vous invite à continuer. Puis sinon, restez informés. C'est le meilleur moyen de savoir ce que c'est l'économie de guerre et puis bien d'autres choses. Merci à vous.